souvent à l'image, etc. Il y a aussi évidemment le tweet génial qui permet aux politiques de ne plus prononcer de discours de politique générale, mais d'être particulièrement pertinent. Voilà, Cambadélis, les Français ne sont pas contre l'Europe, ils sont contre l'Europe dirigée par la droite. Voter pour les députés UMP, c'est s'assurer d'avoir des élus de grandes compétences qui vont défendre les intérêts des Français. Ou Esther Benbassa qui dit le 3 juin djihadisme d'un côté et FN de l'autre, antisémitisme a été explosif, xénophobie, comment allons-nous vivre ensemble, et qui nous gratifie ensuite d'un second tweet le lendemain. Tous les tweets racistes, xénophobes et diffamatoires sont archivés, avis aux amateurs de propos nauséabonds. Donc on voit que la pensée nauséabonde, ou en tout cas la pensée dominante, est capable, elle, de manipuler aussi deux types de violences symboliques et de se débrouiller très bien. Il y a une subversion, en fait, et c'est ma troisième et dernière partie, donc sur l'autodestruction de la pensée dominante. Voilà. Dans la façon dont on va, à force d'être dans le politiquement correct, générer un anti-politiquement correct tout à fait redoutable. Et d'une façon plus intéressante, la façon dont Michelle Obama s'excuse pour les crimes de son mari. Voilà. Là, pour le coup, je trouve, moi, que l'espace de l'Internet est quelque chose d'extrêmement intéressant et que la déconsidération de la pensée dominante se place évidemment dans l'espace de l'Internet. Avec une capacité à produire d'ailleurs des visuels qui sont tout aussi diabolisants et des paroles qui sont tout aussi diabolisantes. Autrement dit, la pensée dominante a juste réussi, non pas à annihiler une pensée contraire, elle a juste réussi à conformer la pensée contraire à son image. Donc elle a réussi à faire surgir une autre entité diabolisante, qui n'est pas plus intelligente. Alors qui parfois s'essaye à être intelligente, et qui parfois s'essaye à être culturelle, et qui parfois même s'essaye à reconfigurer les espaces. Mais dès qu'on arrive dans ce genre de diagramme où on nous explique qu'on va raisonner la politique non pas en affrontement de blocs, mais sur le terrain des idées, on arrive effectivement surtout à la perception d'une confusion des esprits complète. C'est-à-dire cette carte est intéressante, mais elle est incommunicable. Donc là, la pensée dominante a néanmoins réussi. Donc est-ce qu'on a des raisons de croire ou de ne pas croire au fait que la pensée dominante sera capable de ne plus diaboliser ou pas? Je ne pense pas. En fait, il y a un renouvellement de la contestation idéale, c'est très clair. C'est un renouvellement qui, pour le moment, est trop fragmenté. Mais il y a une apparition potentielle de nouvelles élites. Je ne résiste pas, vous pouvez vous montrer Garmorin qui dit n'importe quoi, comme d'habitude. Mais malgré tout, de terminer aussi sur la façon dont on se retrouve aujourd'hui dans une perspective où il y a une nouvelle pensée dominante qui arrive, qui sait parfaitement utiliser les images et qui sait parfaitement se passer de mots sans aucun souci. Avec malgré tout, pour terminer, juste voilà, ce magnifique film qui explique en quoi la pensée dominante a réellement voulu détruire les idées et diaboliser toutes les idées. Si ça marche, c'est mieux. C'est une manifestation anti-Front National par des gens qui ont vraiment trouvé l'exact point où les arguments sont intéressants pour parler, discuter et convaincre. Merci bien. Alors, après cette intervention sur la diabolisation des idées, on va passer la parole à Yann Giron qui, lui, va nous parler de la connaissance fabriquée. Si j'arrive à intervenir. J'ai une petite introduction qui n'a pas besoin de suite. Bonjour à tous. Je suis consultant dans le secteur de la pêche. Alors, autant vous dire que je suis très loin de mes bases ici aujourd'hui. Et bon, alors on est dans le salle Colbert, donc ça me va un petit peu mieux. Mais comme je ne vous vois pas parce que je suis complètement ébloui, ça va bien se passer pour moi. Alors je vais vous parler de l'action des trusts caritatifs américains et notamment de leur usage de ce qui est écrit derrière moi, le science-based lobbying. Autrement dit, le lobbying qui se justifie et s'appuie sur la science. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de la réforme de la politique commune des pêches. C'est un petit jeu auquel on se livre depuis 4 ans déjà avec bonheur et véritable satisfaction. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi dans vos journaux, vous n'avez jamais vu autant d'articles sur la pêche, notamment dans Le Monde, dont on parlait tout à l'heure. Et cette publicité qui était donnée à cette réforme, qui était très technique dans les médias,
a attiré notre attention et nous a grandement surpris, nous les professionnels du secteur de la pêche, dont je précise, je suis consultant indépendant et j'interviens en fait en conseil technique auprès du secteur pêche. Alors ça nous a surpris, et en tout cas ça m'a surpris par l'ampleur du nombre d'ONG que l'on n'avait jamais vu auparavant, qui d'un seul coup débarquaient dans le débat public. Ça nous a surpris aussi par la diabolisation des messages et l'ultra-simplification des messages auxquels on a été confrontés, avec pour nous une incapacité à répondre à cette ultra-simplification. Quand vous entendez parler du lobby de la pêche, qui est le lobby de la pêche? Vous avez 2 secondes pour répondre dans la salle. Et aussi un catastrophisme, parce que de voir qu'on était soit tout le monde dans un bloc qui était le brave petit pêcheur, qui est estimable, je tiens à le préciser, ou le grand méchant pêcheur, avec la fameuse technique du Goliath contre David, ou contre Goliath suivant dans quel sens vous êtes. Ça, c'était un véritable problème parce qu'il y avait des véritables enjeux techniques sur cette réforme et la mise en œuvre aussi de cette réforme, à la fois dans une perspective d'amélioration de la reconstitution des stocks qui étaient déjà engagés auparavant, et aussi dans le cadre d'une perspective quand même de modernisation du schéma, était quelque chose d'important pour nous. Et enfin, dernier point qui nous a très surpris, et je pense en plus dans un secteur où la représentation professionnelle étant très ancrée dans son métier, et notamment pour les professionnels en mer ou à terre à travailler le poisson, ce qui nous a surpris, c'est de voir à quel point ces messages portés dans l'opinion publique, et notamment au niveau des élus du Parlement européen. Alors il se trouve que j'étais maillé avec des gens qui s'intéressaient à la question de l'importance du traitement social au niveau de la pêche et de la petite pêche. Et par ce réseau-là, j'ai reçu une information. Donc mon métier, je tiens à préciser, je suis consultant, je rédige des rapports, des analyses, je dimensionne des frigos, je vois comment on améliore des flux de poissons, et je fais des études internationales sur le commerce du poisson. Et j'avais jamais entendu parler de trust caritatif, ce qu'on appelle les fondations caritatives. Pour moi, je l'ai cantonné dans un rôle, je dirais, d'humanisme, un coup de peinture, excusez-moi, je vais caricaturer, un coup de peinture sur un hôpital, financer une action culturelle, une exposition. Voilà, je ne m'attendais pas à entendre parler de ces gens-là. Et donc, j'arrive avec cette information à être mis sur une piste et à dérouler une pelote. Je me rends compte que toute l'information est librement accessible sur Internet, mais en anglais, et qu'à partir du moment où elle a une connaissance des projets, des opérateurs techniques, en remontant au niveau des pages projets de ces gens-là, on découvre des cofinanceurs, que ces cofinanceurs eux-mêmes communiquent sur les montants qu'ils engagent, et comme ça, de fil en aiguille, on découvre aussi que le fisc américain impose à ces fondations une communication relativement précise de leurs bénéficiaires avec les sommes qui sont associées. Mais tout est dispersé sur la toile, mais accessible. Et donc commence un travail de reconstitution des fonds et aussi technique. On arrive assez rapidement à un chiffrage de 70 millions d'euros consacrés par 5 fondations américaines pour mettre en œuvre la politique commune des pêches qui ensuite arrose des coalitions qu'ils ont eux-mêmes organisées d'ONG dont l'objectif est de donner l'illusion que la société civile se lève en masse et vient protester d'une situation diabolisée et dont on doit dépasser le statu quo, comme ils disent. 5 fondations qui interviennent d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe, et qui continuent à intervenir aujourd'hui au niveau de la haute mer, c'est-à-dire au-delà des 200 000 nautiques qui constituent la limite des zones économiques exclusives pour les États signataires de la Convention internationale du droit de la mer. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Ce qui nous a impressionnés, c'est l'ampleur de la conception stratégique de tout ce mouvement. Donc vous dire que la communication ne sait pas faire du pêcheur, encore moins du technicien qui travaille pour le pêcheur, vous allez vous en rendre compte. Et ce qui est très important, c'est que nous avons été totalement surpris. Le rapport que j'ai écrit, qui s'appelle Blue Charity Business, a donné un fil rouge, qui a d'ailleurs été confirmé par des pêcheurs américains avec qui on a été mis en contact. Et les premiers résultats, on est fou, qu'est-ce que c'est que ce système? On est dans la théorie du complot, oui, non, on est en train de diaboliser, surdiaboliser. Et par hasard, je tombe sur le livre de Christian Ambulot, Intelligence économique, le manuel. Et là, je réalise que d'abord, 1, c'est tout à fait classique, 2, c'est tout à fait codifié, et 3, je ne suis pas fou. C'est rassurant. Et là,
recommence un re-questionnement, et là plutôt avec les grilles de lecture de guerre économique et d'intelligence économique. Et apparaît très clairement que la question de la maîtrise de l'information est tout à fait centrale dans le processus que met en œuvre ces fondations américaines, ces trusts caritatifs, ce qui se finance sur le marché international avec leurs 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars respectifs, et notamment un trust en particulier qui s'appelle le Pew, PEW, c'est une famille, ancien propriétaire de la société pétrolière Sunoco, qui déploie une activité très organisatrice de tous ces mouvements. Et qui, en plus, n'était pas à leur, coup d'essai, puisque c'était une mécanique qui a été déjà rodée depuis les années 90, avec toujours le même schéma, qui est la sortie d'une étude scientifique qui a qu'un seul objectif, qui est de créer un mouvement d'animation que l'on va relayer via ces réseaux d'ONG relais, qui ne sont d'ailleurs généralement pas conscientes de toute cette stratégie. En aucune manière, j'attaque ces ONG, ni leurs militants, que je trouve tout à fait respectables, et qui ont leur mot à dire dans un dialogue sur l'exploitation des ressources naturelles. Mais bon, il y avait M. Pew, et ça c'était un petit souci, surtout quand on voit toute la mécanique. Alors maintenant, je vais vous parler du science-based lobbying, qui est donc le principe. En fait, on dit que vous allez voir arriver dans vos médias, une étude montre que, en général, ce genre de technique-là, vous l'attribuez au lobby du tabac, au lobby des OGM, au lobby pétrolier. Et c'était assez intéressant de voir dans quelle mesure c'était relayé par les médias français, notamment les journalistes environnementaux qui aujourd'hui traitent de la pêche. Le principe, en fait, on a pu remonter aux origines, le principe c'est que Pew, et je ne parlerai que de Pew à partir de maintenant, crée dans les années 90, à la fin des années 90, un projet porté par des scientifiques de l'Université de Colombie-Britannique, un projet qui s'appelle Sea Around Us, qui bénéficiera à peu près de 20 millions de dollars sur la période, je pense. J'en ai retracé 15, il y en a à peu près 20 millions, 25 millions maintenant. L'objectif, vous avez commencé à produire un certain nombre d'études. Ces études vont commencer à rentrer dans le domaine public, vont être très rapidement médiatisées. Petit à petit, vous allez accueillir des étudiants, des post-docs, des doctorants, qui eux-mêmes deviendront scientifiques, qui vont diffuser dans les universités, d'autres universités américaines, que là, vous allez également soutenir dans le même temps, créant une forme de communauté avec des Pew Fellowships, c'est-à-dire des bourses, avec tout un tas de gratifications. Et attention, je ne dis pas que ce qu'ils disent en termes de science est forcément négatif. Au contraire, ça participer, c'est assez intéressant de voir d'autres points de vue. Mais je continue sur la mécanique, et vous allez vous retrouver progressivement avec une masse de scientifiques fortement issus d'une école qui constitue autant de peer reviewers. Autrement dit, je vous la fais simple, si vous n'êtes pas familier de la question, quand vous publiez, vous sortez une publication scientifique dans Nature, vous envoyez une proposition de texte qui va être relue par un comité anonyme, vos pairs, les peers, qui valideront votre texte ou pas. On va voir à quel point ces peer reviewers sont toujours anonymes. Autant vous devez préciser qui a financé votre travail, autant vous ne pouvez pas dire qui est le peer reviewer. Une autre chose importante, Pew finance le total des montants au niveau mondial, c'est aux alentours de 90 à 120, 140 millions de dollars uniquement pour Pew. Packard, la fondation, vous savez, des ordinateurs, là, on a financé tout autant. Ce qui est important de savoir, c'est quelle est la conséquence de ce système de peer reviewer. C'est d'abord, vous commencez à créer de la référence par votre publication, qui va ensuite irriguer tout un tas de tissus de publications qui seront faits par des gens qui vont être dans votre mouvance. Vous créez sur 10 ans, 15 ans, tout un corpus de textes scientifiques, ou en tout cas vernis scientifiques, qui va commencer à prendre de l'ampleur. La deuxième chose, c'est que ça vous donne une faculté de vous démultiplier et de rester dans le temps et marquer au niveau de la toile, au niveau d'Internet notamment, sur vos idées. Alors, pourquoi pas? Très bien, il existe plusieurs manières de considérer les océans, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Peut-être une manière de revaloriser la question liée à la biodiversité. C'est relativement intéressant. Tout n'était pas acceptable, vous allez voir tout de suite après. Ce qui est très dérangeant, c'est qu'à côté de ce système de financement de la science, vous avez le financement de la médiatisation de la science, qui est tout aussi important en termes de montant. Et là, l'objectif étant bien entendu de commencer par lancer dans le grand public les résultats de la communication avant pratiquement de les avoir confrontés au reste de la communauté scientifique et au débat scientifique.
et de jouer la masse. Et vous direz peut-être qu'au niveau des OGM, on a ce genre de technique. Donc, ils financent la communication. Ils ont financé 2, 3 ou 4 millions de dollars une agence de communication unique qui va irriguer tous les médias au niveau mondial et en particulier au niveau européen. Et notamment, le top du top, quand vous cherchez à médiatiser, c'est l'AFP et Reuters. Avec une publication, en général, ça se passe tout simplement par un communiqué de presse qui est envoyé à ces agences-là par la même agence de communication qui traite la communication de toutes ces ONG, y compris du programme marin de WWF, de Greenpeace, etc. Et vous vous retrouvez avec un effet un effet de caisse de résonance majeur qui pose un souci, qui est celui, bien entendu, de l'unicité de la parole. Et finalement, un appauvrissement du débat. Alors, je vais maintenant vous présenter une étude scientifique. Vous allez voir, c'est très compliqué. Accrochez-vous, ça va être de la science pure. C'est une étude qui a été faite pour prouver la valeur économique du requin vivant. Le requin vivant, c'est-à-dire l'écotourisme, les retombées économiques de l'écotourisme. Alors le requin, il faut savoir qu'il y a à peu près 400 ou 500 espèces de requins différentes. Il y en a un certain nombre qui sont surexploités et sur lesquels portent des efforts de gestion qui prennent du temps, qui sont plus ou moins payants. Le problème existe sur les requins. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le requin, c'est une capture accessoire des palangriers asiatiques qui ciblent le thon, notamment dans le Pacifique. Donc, mettre l'accent sur le requin, c'est mettre un accent sur la palangre. Mettre un accent sur la palangre, sur le thon, c'est grandement impacter les palangriers, qui sont aussi diabolisés comme étant les premiers vecteurs de la pêche illégale dans le monde. Cette étude requin, donc, est intervenue dans un contexte à Palau. Palau, je vous montrerai ensuite la carte où ça se trouve, un petit état insulaire du Pacifique, 20 000 habitants à peu près. Cette étude requin, il s'est avéré, quand j'ai repris la publication, parce qu'en fait, il faut reprendre publication par publication pour tout décortiquer, donc étude totalement financée par Pew et des faunées de Pew. Cette publication est en fait un rapport d'études, fin d'études d'étudiants, avec quelques noms de grands scientifiques accolés dans lesquels il n'y a eu aucune contribution. 2 ans plus tard, cette publication est transformée à l'identique, enfin, ce rapport de fin d'études est transformé en publication scientifique dans un comité, avec comité, relecture de comité, comme je vous expliquais, le peer reviewer, et elle va être reprise dans 56 publications scientifiques. Elle va être reprise par les grands médias, et elle va être reprise par le président de Palau en début d'année, avec ses argumentaires, lorsqu'il a interdit la pêche commerciale dans sa zone économique exclusive. Toute pêche commerciale, notamment les pêches étrangères, n'étant plus que tolérer la pêche locale qui a de fait l'interdiction d'exporter. En prenant un argumentaire lié à la valeur économique de l'écotourisme et en prenant aussi l'argumentaire en disant attention, Pew nous montre par ailleurs, enfin il n'est pas Pew, mais Pew lance tout un tas d'études aujourd'hui pour nous dire qu'il y a un lien entre la surpêche et le réchauffement climatique. Et vous savez que les États insulaires ont une crainte énorme justifiée de la montée des eaux. Donc on joue sur la corde sensible de la valeur économique de la zone économique exclusive, de la valeur du tourisme et de la crainte de la montée des eaux. Alors maintenant, on va regarder cette petite étude, accrochez-vous. Le principe, c'est le calcul des retombées économiques d'une activité. En l'occurrence, le principe, c'est de dire il y a un certain nombre de plongeurs qui viennent, de touristes plongeurs qui viennent regarder des requins, et on va calculer leur impact économique en partant sur les indicateurs économiques individuels. Alors la publication, vous allez voir, va mettre un accent, enfin vous n'allez pas le voir mais je vous le dis, elle met un accent extrême dans son déroulé sur le calcul des indicateurs économiques individuels avec tout un tas de formules plus belles les unes que les autres, avec les calculs de variance, de covariance, d'incertitude, de moyenne, etc. Et vous voyez bien qu'il y a 2 équations, deux variables dans l'équation. Le nombre de plongeurs requins. Ce nombre de plongeurs qui viennent regarder, touristes qui viennent participer à l'écotourisme requin, est calculé à partir des données touristiques officielles, dont on déduit un nombre de plongeurs, dont on déduit. Je voudrais que tu ne rentres pas dans le détail. Et alors, ça va être très rapide. Je sais que tu aimes Regardez beaucoup détailler les choses. Non, mais je vais détailler l'essentiel. Très bien. L'idée, c'est qu'eux n'ont justifié le nombre de plongeurs, qui est en final, à partir de ça, dont on va calculer le nombre de plongeurs qui vont regarder le requin, à partir des données touristiques, avec ce simple tableau. Et il n'y aura pas de discussion critique à la fois sur le tableau avec les statistiques officielles à gauche et dans l'encadré leur déduction. Quand on regarde comment ils ont fait, en fait ils ont utilisé des pourcentages qui sont issus d'une étude
qui date de 2004, donc 6 ans avant. Et quand ils n'avaient pas ces pourcentages, grosso modo, les pourcentages de l'étude de 2004, elle est 91%, 22%, 70 et 56, donc date de 2004. Quand ils n'avaient pas, ils ont demandé au bureau de la statistique, qu'est-ce que vous en pensez? Auquel cas, ils ont dit, au doigt mouillé, 100%, 50%, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a aucun... D'abord, ces pourcentages ne sont pas mentionnés dans la publication, il faut rechercher la publication source. Et ensuite, dans leur propre étude, ils ont fait une estimation du pourcentage de pêcheurs, de plongeurs par rapport aux touristes. Et là, leur taux était plus proche des 20%, 25%. Je vous laisse voir vite fait ce que ça donne par rapport au différentiel, notamment par rapport au Japon, ici. Et le Japon, vous avez ici, qui arrive à peine à 20%. Donc on se rend compte que le multiplicateur principal, l'hypothèse principale, la discussion sur le risque de l'information a été sur le nombre de touristes et le nombre de plongeurs, dont il ne parle absolument pas dans cette publication, dans ce rapport de fin d'études qui viendra de publication. Donc les impacts économiques sont surestimés, et ensuite il y a une médiatisation qui va dire, nous estimons que la contribution au produit intérieur brut est de l'ordre de 18 millions de dollars, alors que la pêche ne fait que 5,5 millions de dollars. La pêche, c'est des licences de pêche quand elles sont en contribution directe, les licences de pêche étrangères en contribution directe au budget, et on rajoute les 7 millions de dollars qui sont les pêches locales qui exportent, qui va être interdite. Donc on se rend compte que c'est peut-être, imaginons qu'ils ont raison sur les 18 millions de dollars, mais ils les mettent en perspective avec les 5,5 millions qui sont plutôt d'ailleurs plus proches des 12 millions si on parle de la contribution au PIB. Par contre, ils masquent très rapidement, les communications des médias vont masquer le fait qu'en fait ça ne contribue qu'à hauteur de 1,5 million de dollars, dont vous voyez qu'il est au moins surestimé par 2. Et on voit bien que derrière, on ne parle plus des 5,5 millions de dollars qui sont la contribution au budget. Je finis. Le sens de la manœuvre, c'est quoi? De simplement... Le sens de la manœuvre est très simple, c'est simplement de dire c'est plus important de faire de l'écotourisme que de la pêche. Quand on regarde les contributions au budget, on se rend compte qu'il y a que l'État de Palau est lui-même dépendant d'autres fonds d'aide, notamment celle du Compact of Free Association, qui est un accord économique qui prévoit du soutien économique à Palau, mais qui délègue également toute la défense de la zone économique exclusive de Palau aux États-Unis, dans le cadre de ces compacts. Il y a 3 compacts comme ça au niveau du Pacifique. Juste un petit point. Ok, alors on va conclure. Voilà où se trouve Palau. Vous avez ici une représentation qui n'est pas fréquente, qui est les zones économiques exclusives, telles qu'elles sont par rapport, plus on est bleu, plus on est proche des États-Unis. Voilà où se situent les bases de pêche, où se déploient aujourd'hui les flottilles chinoises. Je dis, elles n'ont pas forcément des niveaux de capture très importants, mais elles se déploient en termes de niveau. Enfin, il y a autre chose que la pêche, notamment l'occupation stratégique du territoire. Voici comment aujourd'hui l'influence chinoise essaye de contourner et accéder à la haute mer, sécuriser ses accès aussi bien pour ses flottilles avec du soft power et l'installation de bases et de colliers. Vous avez entendu parler des conflits entre les Vietnamiens et les Chinois, ça se passe dans la zone entre les Philippines et le Vietnam. Je conclus. Voici la stratégie du pivot qui est la réinvention finalement de la stratégie du containment de l'Union qu'on avait vis-à-vis de l'Union soviétique, voici la stratégie américaine vis-à-vis de la Chine et qu'elle est bientôt demain la Russie. Voici comment elle est aujourd'hui contrebalancée. Et quand on sait qu'une aire marine protégée qui vous interdit tout simplement de venir pêcher du requin, ça veut dire qu'on ne va plus négocier de la gestion des pêches, mais ça sera oui tu rentres, non tu ne rentres pas. On comprend que la portée géostratégique était bien plus forte et que ça dépassait le simple cadre de l'écotourisme. Excuse-moi de t'avoir pressé, mais comme je sais que tu as bien détaillé les choses, on peut l'applaudir. Yann a travaillé avec un groupe d'étudiants d'école de guerre économique sur un aspect du problème. Ce que je tiens à signaler, c'est l'originalité de Yann, c'est de voir d'où il est parti et dans quoi il est rentré pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et ces analyses-là, quand on en prend le temps de les détailler et quand on rentre justement dans le détail de toute la démonstration, on se rend compte de ce qu'est la complexité aujourd'hui de l'approche de la science. Et je vais donner la parole justement à Jean-Paul Krivine, qui, lui, a une activité qui est complètement différente. En fait, c'est d'essayer de préserver la légitimité de cette parole scientifique qui est fortement entamée aujourd'hui par tout un tas d'initiatives. Je vais essayer
essayer de... J'avais prévu des transparents, mais on ne va pas les passer pour l'heure, et essayer de reprendre un peu en fonction de ce qui a été dit. Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit avant. Je partage complètement l'esprit, pour avoir rencontré des tas de gens qui étaient confrontés à ce genre de problème, qui découvraient d'ailleurs en se disant « mais je ne comprends pas, on se fait attaquer par des gens qui se réclament de la défense de tas de bonnes idées, et puis qui nous racontent des tas de choses, nous on connaît le sujet, et ça ne tient pas debout. » D'ailleurs, j'ai vu Greenpeace dans le petit film d'avant, je vais dire que c'est une petite chose sur Greenpeace, et vous allez voir que la pensée dominante a aussi eu sa place dans le petit film qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la question, si je voulais être un peu polémique, c'est que il y a une étude pour quelqu'un qui connaît le sujet de la pêche, dont il se dit elle n'est pas sérieuse, je la dépiote, etc. Mais pour le grand public, la question qu'il va se poser, c'est pourquoi vous auriez raison? Pourquoi moi je pourrais trouver plus confiance à vous que aux gens qui ont fait l'étude? D'ailleurs, vous voyez, l'étude elle est publiée, et vous êtes un expert, vous êtes un public. Et ça pose une question de fond sur la question de la science, de l'expertise, sur laquelle je voudrais essayer de revenir très, très rapidement, en essayant de donner quelques grands principes que je vais essayer de donner là, mais essayer de répondre à la fin sur cette question finalement, pourquoi devrais-je plus vous croire vous dans votre démonstration que les gens qui ont écrit l'article? Et après on voit bien dans toutes les polémiques sur les OGM, etc., les uns diront moi je suis un expert indépendant, les autres diront oui mais vous êtes vendu, à vous on dira vous êtes un expert vendu au lobby de la pêche, etc. Et je crois que c'est important pour les citoyens de s'y retrouver là-dedans et de voir comment poser le débat. Alors, justement, si on commence, c'est déjà, quand on parle de science, il me paraît important d'abord de savoir de quoi on parle, et parler de la science dans ce colloque, ça me paraît pertinent, ça m'a fait réfléchir à des tas de choses, où je crois qu'il serait tout à fait intéressant de reprendre tout ce qui a été dit là, et de voir comment ça s'applique ou s'applique pas à des controverses scientifiques. J'ai essayé de le faire rapidement, justement, pour changer un petit peu ce que je voulais dire, mais c'est peut-être un travail qu'on pourrait poursuivre. Alors, le premier élément, en fait, souvent dans la discussion, elle est complètement obscurcie sur la science parce qu'on mélange 4 facettes de la science qui sont importantes à distinguer, et quand on parle de science, il faut savoir de quoi on parle. La première, c'est la connaissance sur le monde. C'est-à-dire que la science apporte une somme de connaissances sur le monde qui nous permettent de le comprendre. Et si je fais l'analogie avec tout ce qui a été dit avant, c'est peut-être la notion de vérité. Je ne peux pas dire, mais c'est la vérité objective. Et quelque part, dans toutes les controverses, c'est quand même ça, au fond, qui est important. Quelle est la vérité des armes de destruction massive en Iran? C'est quand même ça qui fait la différence pour savoir s'ils ont menti ou pas menti, s'ils ont construit quelque chose. Donc en science, là on a un juge de paix qui est un petit peu plus simple, qui s'appelle la nature, l'expérience. Mais ça c'est le premier élément de la science, la connaissance sur le monde, et ça ramène à la notion de vérité. Le deuxième élément quand on parle de science, c'est autour de la méthode scientifique. Et ça aussi, ça a valeur plus générale. C'est quoi la méthode scientifique pour accumuler la connaissance? J'ai évoqué juste à l'instant. C'est l'expérience avec le réel. Est-ce que ce que je dis, que j'affirme à un moment donné sur la gravité, sur les OGM, sur les lois de la physique, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Et je l'expérimente. Donc le côté, il y a une méthode scientifique qui a valeur, il me semble beaucoup plus générale sur tous les problèmes qu'on traite dans la société qu'on a abordé aujourd'hui. C'est à un moment donné comment je prouve ce que je raconte, de réplicabilité, mais on va le retrouver aussi dans une approche journalistique qui pourrait être, à mon avis, également scientifique. Notons au passage que la science a quelque chose de très subversif, et c'est ça d'ailleurs qui a un peu son autorité d'une certaine manière, mais qui a été sa force, c'est qu'elle n'est pas la loi du plus fort ou la loi de la majorité. C'est qu'elle est la loi, je dirais, physique, et qu'on a vu des tas d'exemples où une personne avait raison contre tout, et à un moment donné, elle a eu raison tout simplement en termes de vérité. Donc ça c'est le deuxième élément quand on parle de la science, des méthodes scientifiques. Et ça, il y a un côté, ces deux aspects qui me paraissent fondamentaux, liés à la notion de vérité, de probabilité. Puis après, il y a deux autres aspects, c'est ceux-là qui mélangent toujours dans toutes les controverses scientifiques, c'est les applications de la science. Et donc les applications, c'est je crée des médicaments pour guérir, je crée des bombes pour tuer des gens, ou pour nous protéger, peu importe, mais elles sont vite connotées de l'utilisation qu'on en fait, du sens moral ou éthique que la société a envie de faire. Et ça, souvent on le désigne également sous le nom de science. Il s'agit bien des applications de la science, mais c'est important de savoir de quoi on parle encore une fois quand on parle de science. Et puis, dernière chose, quand on parle de science, quatrième aspect, c'est des scientifiques, c'est une communauté, c'est des institutions, avec des scientifiques rigoureux, pas rigoureux, pourris, des institutions qui ont tous les défauts qu'on peut imaginer ou toutes les qualités qu'on peut imaginer. Je vais y revenir tout à l'heure sur la question d'expertise. Mais il est important, je vais faire cette petite introduction, quand on parle de science et quand on parle d'information scientifique, c'est un peu l'objet aujourd'hui, de bien savoir de quoi on parle et de ne pas tout mélanger. Alors, deuxième
c'est peut-être un peu décousu, hein, je m'en excuse plus un peu, vous cherchez un peu les choses comme ça. Je voudrais illustrer le propos sur quelques exemples, et en reprenant un des intervenants de la table ronde, qui parlait des propriétés de la guerre informationnelle, en citant la question des émotions, la question du ne pas dire, déformer sur les grands médias et discréditer les sources. Et j'ai trouvé que ça illustrait parfaitement ce qu'on voit aujourd'hui dans les controverses scientifiques. Le problème, d'abord, la question de l'émotion, elle est tout le temps mise en avant. Je donne quelques exemples. Les OGM, tout le monde a vu cette controverse largement médiatisée de la fameuse étude en première page du Nouvel Observateur. Les OGM sont un poison. On vous montrait quoi? Des rats avec des tumeurs énormes. C'est l'émotion qui est en jeu. Je vais prendre 2-3 exemples comme ça. La question des dangers imputés aux antennes relais. Qu'est-ce qu'on met en avant sur tous les reportages? Les électrosensibles qui ne peuvent plus vivre, qui ont des maux de tête à longueur de journée, l'émotion est un problème. Les controverses autour de la vaccination. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? On va mettre une personne qui a été victime, on affirme, de la vaccination. Personne ne pourra les vérifier. Et c'est ça qui est médiatisé. Et on l'a encore très récemment sur la controverse autour du garde d'asile du vaccin. Donc, la médiatisation se fait sous la forme de l'émotion, fondamentalement. Sur le nucléaire, c'est exactement la même chose. On peut prendre des exemples, par exemple, de Tchernobyl, où l'émotion va dire, et on s'est repris largement dans la presse, 1 million de morts. Là où toutes les analyses, les enquêtes, pas les analyses, les études recoupées par l'ensemble des organismes mettent de 5 à 15 ou à 20 000 selon les différentes hypothèses qui sont faites sur les cancers à long terme, mais clairement pas sur 1 million. Pourtant, c'est cette émotion-là qui est mise là. Ou la question de Fukushima, où on parle de 30 000 morts de Fukushima, de la catastrophe, alors que Fukushima n'a fait pour l'instant aucun mort, et n'en fera probablement quasiment aucun. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pose pas des tas de drames qui sont déplacés des populations, et que ce qui a fait des morts, et on en parle beaucoup moins, c'est un tsunami qui a tué 30 000 personnes et qui a dévasté une industrie, une région. Je ne défends pas, je ne porte pas de jugement à la situation nucléaire, je dis sur la manière dont l'émotion est médiatisée. Et ça, on pourrait le multiplier sur des tas d'exemples. Et puis il y a le volet de ne pas dire. Le ne pas dire est énorme. Alors, je commence par le moins, comment dire, dans la presse, le moins important. Le ne pas dire, c'est qu'on ne donne jamais l'état de la connaissance là-dessus. C'est-à-dire, quand on vous dit les OGM sont des poisons, nulle part vous allez dire que l'ensemble des agences de santé publique de par le monde qui ont refait toutes les études le disent clairement que les OGM qui sont autorisés à la commercialisation ne posent pas un problème. D'ailleurs, elles sont consommées par des dizaines de millions de personnes depuis des dizaines d'années aux États-Unis, que par des animaux, je veux dire, en quantité infinie, que ça a été suivi, donc il n'y a pas nombre d'un problème là-dessus. On ne porte pas de jugement après sur les qualités ou les défauts d'une entreprise comme Monsanto, etc. C'est une question différente. C'est qu'objectivement, ça a été coupé dans tous les sens. Ça, c'est dit nulle part. Quand on fait tout un reportage à la télévision, et je peux en citer des tas, où on joue sur l'émotion, sur les électrosensibles, les antennes relais, etc., ce qu'on ne dit pas, c'est que de l'OMS aux académies, à toutes les agences qui se sont penchées sur le sujet, disent que les antennes relais ne causent pas l'ombre d'un problème, et que pourtant on poursuit les études et on les finance à la grand cri, et que, je dirais, si problème y avait, et encore je mets un si problème y avait, c'est certainement pas les antennes relais, mais c'est le mobile. Et que paradoxalement, voulant réduire les seuils d'exposition aux antennes relais, on augmente la puissance du mobile à l'oreille, qui, d'après toutes les études, ne donne quand même pas trop de problèmes. Mais enfin, s'il devait y avoir un problème, ce serait plutôt le mobile que l'antenne, mais c'est l'antenne qui est focalisée et pas le mobile. Et les mesures qu'on prend aujourd'hui renforcent l'émission, je veux dire, sur le mobile. Ça fait partie, je pourrais le donner sur les vaccins. Vous avez régulièrement des reportages à la télé, à la radio, dans les journaux sur voilà, la vaccination. Et ce qu'on ne dit pas, c'est d'abord, je veux dire, des chiffres aujourd'hui sur ce que protège la vaccination. On a tous les biais qu'on pourrait imaginer cognitifs. Autour, par exemple, la polio n'existe plus, donc plus personne, à part les plus âgés d'entre nous, se souviennent de ces gens qui étaient atteints de ça. Or, donc, du coup, on sent moins l'importance de cette vaccination. Je pourrais donner des tas d'autres exemples sur la vaccination, où la baisse de couverture vaccinale provoque des catastrophes, y compris dans nos pays européens, avec des morts, avec des épidémies, dont on ne parle pas. Mais on va parler d'un cas dont rien n'établit qui est lié au vaccin, dont les questions sont ouvertes, et c'est légitime, il faut les regarder, mais la presse ne s'embarrasse pas de ces préoccupations, et puis la vaccination est en cause, etc., etc. Et puis dans le ne pas dire, j'ai donné quelques exemples, faire un petit peu de pub sur la revue dont on parlait, dont je m'occupe, pour vous donner deux autres exemples, et on parlera entre autres de Greenpeace. Le premier, c'est le riz doré. Qui a entendu parler du riz doré? Probablement pas grand monde là-dessus. Et ça, on n'en parle pas. Il s'agit de quoi, du riz doré? Il s'agit d'un OGM, une plante génétiquement modifiée,
qui a été conçu il y a maintenant une quinzaine d'années et qui intègre je dirais dans la plante de quoi faire aux gens qui vont l'ingérer produire des vitamines A et permettrait d'aider à réduire et à éliminer, enfin en tout cas réduire la déficience en vitamine A qui touche énormément de personnes. On estime qu'il y a plus de 2,5 millions de personnes touchées par ça. On estime qu'entre 250 000 et 500 000 personnes, d'enfants de moins de 5 ans sont touchés par ça. Et cette déficience en vitamine A, c'est tout simplement par le fait que les personnes deviennent aveugles, les enfants deviennent aveugles et en meurent. Donc c'est énorme. Cet OGM pourrait aider à servir. J'ai mis un pourrait, pourquoi? Du point de vue de ses propriétés, oui, on a validé toutes les choses. Le pourrait, on sait très bien que ce n'est pas l'OGM qui n'est pas suffisant en soi, parce qu'il faut l'acheminer, il y a des organisations à faire, etc. Il y a des vaccins qui pourraient sauver les gens, il faut juste simplement les amener au bon endroit. Mais l'OGM est validé, je dirais, un certain nombre d'études se terminaient. Voilà un petit peu le fond sur cet OGM. Rajoutons d'ailleurs souvent le brevet du vivant, c'est que les gens qui ont conçu cet OGM mettent le brevet gratuitement à disposition pour en gros tous les gens qui veulent l'utiliser dans ce cadre-là. On n'a même pas ce problème de propriété. Tout le monde personne n'en parle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Greenpeace, dont on parlait tout à l'heure, mène une campagne internationale en fauchant tous les champs expérimentaux qui visent encore à tester un certain nombre de choses environnementales sur le riz doré, mène des campagnes en disant le riz doré va vous empoisonner, donc provoque la peur dans toute une série d'endroits où les gens sont quand même touchés par ce fléau. Et aujourd'hui, on a une campagne internationale de Greenpeace, citée à l'écran tout à l'heure, une petite société de 300 millions d'euros annuels de budget, ce qui n'est pas rien, qui aujourd'hui dénie l'accès à des centaines de milliers d'enfants victimes qui deviennent aveugles et qui meurent, qui pourraient avoir une manière par la même d'alimentation qui pourrait contribuer, voire régler leurs problèmes, elle leur dénie cette chose-là. Deuxième exemple de ce qu'on ne parle pas, ou très peu, pour dire que ça a des conséquences, cette vision des choses, c'est la fameuse histoire du paludisme et du DDT. Le DDT a été largement utilisé contre un fléau qui s'appelle le paludisme, qui touche encore aujourd'hui 600 000 morts par an de par le monde, dont l'utilisation du DDT par aspersion à l'intérieur des maisons avait largement contribué, pas la seule raison, mais avait largement contribué à l'éradication du paludisme dans plein de pays, à commencer par tous les pays, je veux dire, industriels et au lendemain de la guerre, la France, les États-Unis, etc. Un des effets, j'ai envie de dire, collatéral des campagnes environnementalistes de cette époque, en disant c'est dangereux parce que ça s'accumule dans la terre et que peut-être ça a tué, enfin c'est pas peut-être, ça a mené à la disparition de l'aigle américain, le fameux symbole du drapeau américain, ont de facto obtenu la marginalisation de fait de l'usage du DDT dans les années 70 et 80 dans la lutte contre le paludisme. Bilan, explosion du paludisme, particulièrement en Afrique et dans quelques pays. Alors, il y avait d'autres raisons. Il y avait, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a écrit des articles là-dessus. Il y avait des résistances, mais les résistances ne faisaient d'abord, c'était localisé, elles touchaient un tiers de la population exposée, et elles ne faisaient pas en sorte que le DDT soit inefficace, parce qu'il avait d'autres actions, notamment de répulsion auprès des moustiques. Bilan des courses, c'est qu'on, je vais dire, cet abandon de l'usage du DDT contre le paludisme, des millions de morts on intègre ça sur quelques dizaines d'années. Donc c'est pas un petit débat abstrait quand on parle des conséquences médiatiques. Pour ça c'est du non-dit. Je dirais l'histoire du paludisme d'aujourd'hui, c'est le riz doré, dont personne ne parle, et qui, enfin en tout cas dans la presse française, parce qu'on en parle beaucoup plus dans la presse anglo-saxonne, Après, je prends un troisième élément sur les procédés de la guerre informationnelle, pour reprendre le terme de tout à l'heure, c'est, on évoquait la déformation dans les grands médias. Mon voisin de droite pourrait largement expliquer tous les reportages, contribuer un article dans la revue, sur le vaccin, sur tous les sujets, sur les OGM, sur l'aspartame. Enfin, il y a des tas de reportages qui passent régulièrement, notamment sur une chaîne qui aime bien les faire passer, qui s'appelle Arte. Et qui voilà, contribue à cette image-là. Et puis, dernière caractéristique qui était citée tout à l'heure dans la précédente table ronde et qui s'applique exactement, c'est la discrimination, la décrédibilisation, la discréditation des experts. Et là, l'argument est très simple, l'expert il est compromis parce qu'il est vendu au lobby des OGM, au lobby de la pêche, au lobby de etc. Et c'est l'argument central utilisé. Bon, donc là-dessus, ça serait peut-être intéressant de creuser ça. Je vais justement le reprendre sur un ou deux points là-dessus.
Une fois que j'ai dit un petit peu tout ça, je voudrais revenir sur la question que j'évoquais tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qui me permet de dire que dans ce qui nous a été exposé sur la pêche, je dois plutôt croire que vous venez d'exposer, ou alors croire finalement les gens qui ont publié des articles en peer review, quand même, peer review dans des grandes études, c'est important. Et donc, donner quelques indices. Premièrement, il faut distinguer, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de la science de l'expertise. C'est-à-dire la science en tant que connaissance qui s'accumule sur le monde, elle n'est pas affaire de consensus, elle n'est pas affaire de démocratie, elle n'est pas affaire de majorité, elle est affaire de faits qui se vérifient dans le temps. Donc quelqu'un peut publier un article, il aura peut-être raison après contre tout le monde aujourd'hui. Et ça, le processus de la science, il embarque des tas de choses, mais j'aurais quand même envie de dire, je défends le peer review comme étant finalement la moins mauvaise des solutions pour faire avancer la science. Parce que c'est quelque part l'obligation qu'a un expert, ou plutôt un scientifique qui estime qu'il a vu quelque chose, qu'il a obtenu quelque chose, de le soumettre à la critique de ses pairs et de publier ses données. Alors il y a des tas de biais, il y a des tas de défauts, on publie des données positives, moins des données négatives, on peut y aller, mais c'est à peu près ce qu'on a fait de moins mauvais, il est perfectible. Je dirais, il y a des tas de discussions, là, aussi un article là-dessus, pour savoir est-ce qu'il faut rémunérer les gens qui font les peer reviews, parce qu'ils le font en plus de tout le reste, ils ont une reconnaissance, ils sont anonymes, ce qui est une bonne chose, je pense, pour l'expertise, mais d'un autre côté, ils ne sont même pas connus, il ne crée pas gloire, entre guillemets, ou reconnaissance scientifique de ça, probablement améliorable, mais pour l'avancée de la science, le peer review me paraît quelque chose à défendre. Regardez d'ailleurs, je l'ai analysé, on l'a analysé dans la revue sur des tas de controverses que j'évoquais sur les ondes électromagnétiques. Premier réflexe, aller regarder sur est-ce que le journaliste cite ses sources d'une étude dit que ou des etc. Souvent non. Quand il cite les sources, allez regarder si c'est dans un journal à peer review. Quand vous faites tout ça, vous allez éliminer énormément de choses. Par exemple sur les OGM, il n'en reste plus beaucoup. Pour autant, vous allez en trouver. Ça, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que, premièrement, le peer review n'est pas infaillible. L'exemple le plus célèbre, c'est les fameux articles de Seralini en France sur les OGM. Et que, deuxièmement, sur des sujets très spécifiques, il est normal, des travaux sont publiés, sont réfutés, sont discutés. Donc, le peer review ne garantit pas la vérité de A à Z de tout ce qui est publié, mais garantit, grosso modo, un bon processus d'avancée de la recherche, avec tous les défauts qu'il a. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est l'avancée de la recherche, qu'en est-il de l'expertise? Et justement, on évoquait tout à l'heure l'industrie du tabac, qui n'est pas au même niveau que justement l'industrie des OGM, parce que d'abord, les premiers vendaient un poison, on fait tout un enfumage scientifique pour faire croire finalement que leur poison n'était pas un poison. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'industrie du tabac est quelque part à l'origine de la mise en place des agences publiques d'expertise. Et ça, c'est fondamentalement la différence qui existe entre maintenant et il y a peut-être une quinzaine d'années, ce qui ne veut pas dire encore une fois que le système est parfait, mais c'est qu'il existe des agences de service public de l'expertise, dont leur rôle, c'est pas de dire ah, il y a un article pour, contre, il y a un peer review, etc. C'est de réunir un certain nombre d'experts qui vont regarder l'état de la connaissance. Ils ne produisent pas de connaissance, ils regardent l'état de la connaissance pour donner un avis à un temps T pour des décideurs. Ça, c'est important, c'est-à-dire que l'avis à un temps T reflète l'état de la connaissance en vue d'une décision, ne dit pas quelle est la vérité scientifique finale. Donc aujourd'hui, sur les ondes électromagnétiques, l'état de la connaissance, c'est que les antennes relais ne pensent pas d'un problème. Donc au décideur de l'utiliser après pour ce qu'il peut faire, ça ne dit pas que pas un jour on ne trouvera peut-être pas quelque chose qui, etc. Je rajoute un petit commentaire, c'est que si on n'a rien trouvé dans tous les sens qu'on a cherché maintenant, il est peu probable que si on trouve quelque chose, ça soit quelque chose, je veux dire, qui soit extrêmement puissant. Et ça, la question des agences publiques d'expertise est la question fondamentale qui permet de répondre à la question dite tout à l'heure, finalement, pourquoi je croirais plus ce que vient d'être dit sur la pêche plutôt que l'article peer review. Si je reprends l'article de Seralini, pourquoi je croirais plus le Nouvel Obs qui me dit Seralini, les OGM sont un poison, plutôt que tous les scientifiques qui disent que eh ben, le rôle des agences publiques d'expertise est là, non pas pour dire la vérité finale, pour dire à un moment donné l'état de la connaissance qui permet de prendre une décision. Et alors je conclurai pour dire de petites choses. Justement, dire un peu l'état de la connaissance pour des décideurs, ce que je disais tout à l'heure, je ne dis pas que la décision se ramène à la connaissance scientifique. Et ça, c'est fondamental, ça me fait rebondir sur une petite chose de tout à l'heure, c'est que l'état de la connaissance, il doit éclairer la décision dès qu'il s'agit de sujets qui ont lié très à la technique ou à la science, mais un décideur politique, et toute la démocratie est là, il doit prendre des tas d'autres paramètres en considération. Des paramètres économiques, sociologiques, d'acceptation publique, dire qu'on ne veut pas d'OGM en France parce que la population en veut pas, pourquoi pas, parce que Dieu
je veux pas qu'on touche au patrimoine, pourquoi pas? Et ça, c'est aussi aux politiques de rendre compte à leurs électeurs. Mais dire parce que c'est la science qui est dangereuse, c'est un contresens qui est factuellement faux, mais c'est la liberté, bien sûr, du politique de décider. Et la question de la démocratie et de la science est complètement posée en ces termes. Il faut séparer clairement, et trop souvent, on pourrait tirer le bilan de ce qui s'est fait depuis plusieurs années, séparer clairement ce qui relève de l'expertise scientifique, de ce qui doit relever de la décision politique qui relève d'un autre ordre. Et pour terminer là-dessus, ce sera mon dernier mot, on a souvent dans les discussions de cet après-midi évoqué les poches informationnelles, le 2.0, le citoyen, etc., comme l'opposant un petit peu à la pensée dominante. Et ben, je me permets d'avoir au moins sur le sujet que je connais un peu, le plus grand doute là-dessus. D'abord, la pensée dominante, ces petites poches informationnelles, vous allez prendre tous les sujets que j'ai tapés, vous allez sur Internet, vous allez trouver les dangers des vaccins, de l'aspartame, des OGM, tout y passe, le complot du 11 septembre, tout y passe. Et l'ensemble de ces poches informationnelles fait que la pensée dominante, elle commence à être celle-là aujourd'hui. Moi, je le sais pour avoir fait plein de réunions, et donc quelqu'un à la pause, quand il a vu un des transparents que je n'ai pas présenté sur la vaccination, il m'a dit « non, vous n'avez pas présenté ça, je sais que c'est pas vrai ». Donc on est, je veux dire, sur quelque part une pensée dominante qui est derrière, et Gérald Bronner, qui a écrit un très bon livre là-dessus, montre que le média Internet est complètement biaisé de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, qu'il faut le fermer, au contraire, je dis absolument pas ça. Mais je dis il est biaisé pour deux raisons, vraiment par ça. La première raison, c'est les biais qu'on peut avoir nous en tant que commission, par exemple de chercher plutôt l'information qui conforte ce qui va dans le sens de nos pensées, c'est plus facile plutôt que de la remettre en cause. Et que deuxièmement, la concurrence de l'information fait que ceux qui vont aller mettre des tas de choses sur les OGM sont dangereux, les OGM sur le vie dangereux, etc., sont mobilisés, sont militants. Vous tapez sur Google les mots-clés qui vont bien, les 4 premières pages sont entièrement là-dessus, et que les scientifiques qui travaillent là-dessus ne sont pas intéressés, ne sont pas motivés pour aller là-dessus. Nous, on l'est par notre association, mais à part quelques rares exceptions, on ne va pas être dans les premières pages, parce qu'on est noyé sur tout le reste. Donc il y a des tas de biais qui font que dire que le 2.0, l'approche citoyenne, entre guillemets, qui souvent d'ailleurs est très discutable, parce que ça oppose une sorte d'acte de démocratie participative opposée à une démocratie représentative, je ne rentre pas là-dedans, mais que le 2.0, ces poches informationnelles, parce qu'elles seraient le côté du faible, du minoritaire, auraient raison. Parfois oui, parfois non, mais ce n'est pas le critère. C'est pas parce qu'elles sont petites, pas parce que c'est des poches, pas parce qu'elles sont 2.0 ou pas parce qu'elles sont programmes citoyennes qu'elles ont raison.